Monde numérique. Une paire de lunettes connectées, encore une, elle est signée Meta en partenariat avec Oxley. Elle est destinée aux sportifs et dans cette émission avec Bruno Guglielminetti, on va voir que les lunettes connectées sont vraiment le nouveau gadget à la mode pour les géants du numérique. Ce sont carrément des dizaines de modèles qui devraient sortir prochainement. Attention les yeux, Donald Trump lance son propre smartphone. Il est tout doré, mais il n'est pas franchement 100% made in America, nous expliquera Lino Tovena. Une fuite de données historique, 16 milliards de comptes concernés. Dit comme ça fait peur. Mais on va voir avec notre partenaire Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ, qu'on s'est peut-être un peu emballé sur cette histoire. On va parler de Netflix aussi qui change d'interface. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça énerve pas mal de gens. Enfin, dans la partie interview de cette émission, on parlera business et souveraineté numérique avec les organisateurs de l'événement Ready for It qui avait lieu récemment à Monaco. Et puis j'ai le plaisir de recevoir une figure de l'informatique, le créateur du langage XML. J'ai rencontré Jean Paoli, interview exclusive. Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'hebdo du 21 juin 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Et je suis très heureux de vous retrouver comme chaque samedi pour l'hebdo. 50 minutes de news, d'interviews, de talk. Beaucoup plus si vous êtes abonné à la version premium sur Apple Podcast et sur Spotify. Et puis, Monde Numérique, c'est tous les autres jours de la semaine. Des interviews, des éditos, des actus, au fil de l'eau, au fil de mes envies. Abonnez-vous aussi à la newsletter en allant sur le site mondenumérique.info. C'est parti pour les infos importantes de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Ah, vous aurez fière allure si vous décidez de les acheter pour cet été. Je parle des nouvelles lunettes Meta, les lunettes connectées du groupe Meta qui ont été dévoilées ce vendredi 20 juin. On les attendait, il y avait eu un bon marketing viral qui avait été organisé avec des petites vidéos à droite à gauche. Et ce sont donc des lunettes proposées en partenariat avec la marque Oakley. Lunettes donc version sport, même si finalement elles ont un look relativement urbain avec des formes des verres ronds assez traditionnels, mais très colorés. C'est donc la deuxième paire de lunettes, enfin la troisième plus exactement, mais le deuxième type de lunettes connectées, puisqu'il y a déjà les modèles Ray-Ban, et voici donc ce partenariat avec Oakley. C'est destiné aux sportifs, notamment avec cette monture blanche que l'on peut voir sur les photos de Mark Zuckerberg, qui s'est pas privé de diffuser ça, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Il est fier comme tout. Ces lunettes, à quoi servent-elles? Qu'ont-elles de particulier? Eh bien, elles ont un objectif photo, et surtout un objectif photo très haute définition qui monte jusqu'à 3K, alors qu'on était sur du 1080p sur les modèles de Ray-Ban. C'est clairement des lunettes qui s'adressent aux sportifs afin de concurrencer notamment les GoPro, etc., pour tous ceux qui aiment filmer leurs exploits sportifs. Pour le reste, ce ne sont pas encore des lunettes de réalité augmentée, hein. Elles peuvent filmer, prendre des photos, et elles permettent aussi d'écouter de la musique ou des podcasts, je vous le conseille, avec les haut-parleurs qui sont dans les branches. On peut téléphoner avec, elles peuvent servir de kit main libre. Et puis, on peut interroger Meta AI, donc l'agent d'intelligence artificielle de Meta. Pour le reste, elles sont un peu plus grosses que les Ray-Ban. Elles disposeraient de 8 heures d'autonomie, selon Meta. Elles sortiront le 11 juillet, avec un premier prix à 439 €. Ça montera jusqu'à 549 €. Et en France, c'est Kylian Mbappé qui servira d'homme sandwich pour en faire la publicité. Voilà, c'est toujours encore un peu un événement à la sortie de ce genre de produit parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup des lunettes connectées, même si ça va se multiplier. On en reparle tout à l'heure dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti.
Meta AI, justement, l'application d'intelligence artificielle de Meta, eh bien, elle est un peu dans la tourmente en ce moment avec des accusations. Meta AI serait-elle trop indiscrète et peu respectueuse de la vie privée? Des utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de découvrir dans l'onglet Discover de cette application, eh bien, certaines de leurs données personnelles qui se retrouvaient ainsi accessibles et livrées aux quatre vents. Par exemple, des messages contenant des informations médicales, des questions juridiques sensibles, des données personnelles et même certains extraits vocaux. Alors que s'est-il passé? Eh bien, le problème, c'est qu'en fait, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui ont fait une erreur, mais parce que la fonction qui permet de partager ce type de données de manière publique ne serait pas assez explicite et les gens ont cliqué un peu trop vite. Alors c'est intéressant parce qu'on est souvent confronté à des messages comme ça, d'avertissement auxquels on ne comprend absolument rien. Les ingénieurs et les juristes se réfugient derrière des discours compliqués pour des fonctions dont on n'a pas envie d'entendre parler et parfois eh bien, on peut être amené à faire des bêtises. Alors face à l'indignation générale, Meta a annoncé vite qu'il allait y avoir une mise à jour pour corriger le problème et intégrer un message d'avertissement beaucoup plus clair, évitant en principe ce genre de publication accidentelle. En tout cas, c'est pas très bon pour l'image de marque de Meta d'une manière générale, et surtout en matière de respect de la vie privée. Et puis ça intervient après l'annonce du fait que Meta avait décidé aussi de se servir de nos conversations privées pour entraîner ces modèles d'intelligence artificielle. Ça a été activé il y a quelques semaines sur les plateformes de Meta. Il y a eu du coup pas mal d'articles de mise en garde pour rappeler aux gens qu'il était possible de s'opposer à ce partage de données au nom du règlement européen sur la protection des données en activant un paramètre dans les applications Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, etc. Mais bon, mauvaise nouvelle, si vous n'avez pas activé ce paramètre avant le 27 mai, qui était la date butoir, eh bien, il est probablement trop tard car vos posts, vos messages privés ont sans doute été récupérés pour l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont être publiés tels quels de manière publique, mais voilà, vous avez servi à rendre l'IA de Meta un peu plus intelligente. C'est pas forcément pour la mauvaise cause, mais ça peut gêner certaines personnes. Un smartphone doré avec un forfait patriote. Qui d'autre que Donald Trump lui-même aurait pu avoir une idée pareille? Eh bien, il l'a eu. Le président américain débarque là où on ne l'attendait pas, dans la téléphonie mobile. Il s'apprête à lancer début août avec ses fils un smartphone, le T1 Phone, premier modèle de Trump Mobile. Ça sortira début août. Un mélange explosif de politique, de business, de marketing. Explication de Lino Tovena. Et oui, c'est officiel, le Trump T1 est bien un smartphone Android vendu 499 $ avec une fiche technique plutôt solide. Écran AMOLED de 6,8 pouces, 10 Go de RAM, 256 Go de stockage, triple capteur photo, batterie de 5000 mAh. Enfin, sauf ce chiffre, 5000, on le retrouve aussi annoncé comme la résolution photo. Ce qui n'aurait aucun sens, à ce niveau-là, on est plus proche du flyer promotionnel que la fiche technique sérieuse. Mais peu importe la précision, le produit vise avant tout le symbole. Coque dorée, boîte en drapeau américain, slogan 100% America. Sur le papier, c'est la revanche de l'industrie Made in USA. Alors 100% America, oui, mais enfin la surprise, c'est que malgré tout, ce smartphone ne serait pas vraiment entièrement de fabrication américaine. Alors oui, on sait que Donald Trump exige de grandes marques comme Apple qu'elles rapatrient leur production aux États-Unis sous peine de surtaxe, alors que son propre smartphone, visiblement lui aussi, serait conçu en Asie à prix cassé. Il s'agirait apparemment d'un dérivé d'un smartphone fabriqué en Chine connu sous le nom de T-Mobile Revival 7 Pro, produit par la firme chinoise Wingtech. Le design est identique à une dorure près. L'original est vendu 170 $, loin des 499 $ du Trump Phone. Et puis, autre aspect de cette histoire, Lino, qui est moins anecdotique qu'il y paraît, c'est que le président américain, du coup, devient opérateur mobile, ce qui est plutôt une première dans l'histoire politique. Là encore, c'est totalement inédit. L'offre s'appelle Trump Mobile et elle fonctionne en MVNO, donc en louant les réseaux de Verizon, AT&T et T-Mobile. Et elle propose un forfait unique, le 47 plan à 47,45 $ par mois, un clin d'œil à ses deux mandats en tant que 45e et 47e président des États-Unis. Appel, data illimitée, télémédecine, assistante routière et même appel vers les bases militaires. Bref, un packaging complet et un service client 100% américain.
Mais est-ce que le fait que Trump fasse du business sur un secteur dont il est en quelque sorte le régulateur par ailleurs, ça ne pose pas un peu un problème ? Et c'est là que ça coince un peu. Trump ne dirige officiellement plus la Trump Organization, mais tout le projet est piloté par ses fils, Eric et Donald Jr. Et l'annonce a été faite pile poil le jour de son anniversaire. En tant que président, il pourrait alors influencer les régulations, les fusions entre opérateurs ou même la fiscalité du secteur. Mais bon, tout ça c'est une vieille habitude. Depuis des années, Trump est devenu une marque à part entière et qui fait surtout vendre énormément. Il l'a fait pour des steaks, des montres, du parfum, une Bible, une crypto-monnaie et aujourd'hui, un téléphone. Eh bien voilà. Alors est-ce que ce genre de choses pourrait arriver un jour en Europe ou en France avec, je ne sais pas, un Macronphone ? Ce serait assez surprenant, évidemment. Et côté télécom toujours, mais en France cette fois-ci. Que s'est-il passé en début de semaine du côté du réseau de SFR? Sale coup pour les abonnés et pour, a priori, 100% des abonnés sur tout le territoire français, puisque l'opérateur a été frappé par une panne majeure, une importante paralysie de tous ses services, aussi bien fixes que mobiles. Ça a démarré vers 11h le lundi 16 juin, et cela a duré jusqu'au soir, vers 21h30, heure à laquelle le réseau a connu un retour à la normale. Alors, selon SFR, l'incident serait dû à un dysfonctionnement d'une plateforme logicielle du cœur de réseau. Dans cette phrase, il y a deux choses importantes. Logiciel, donc c'est un problème de programme, peut-être encore une histoire de mise à jour, comme ça arrive souvent. Et cœur de réseau, eh bien, ça veut dire que vraiment, c'était au centre du système. Du coup, forcément, ça paralyse tout pour tout le monde, partout. Voilà, bon, c'est quand même un sale coup pour tous ces abonnés parce que c'est vrai qu'en 2025, être privé de communication fixe ou mobile, en plus souvent sans explication pendant plusieurs heures, sans comprendre forcément ce qui se passe, c'est un véritable préjudice. Donc l'opérateur a quand même décidé de dédommager ses abonnés et dans sa grande générosité, il va leur offrir un bonus de 100 gigas de données mobiles qui leur sera crédité prochainement. Alors il faut bien le dire quand même, c'est un peu n'importe quoi ce genre de cadeau parce que 100 gigas de bonus, il y a certainement très peu de gens qui l'utiliseront vu que la plupart des abonnés ont déjà des forfaits dimensionnés à leurs besoins. Et en revanche, pour SFR, c'est pratique parce que c'est un cadeau qui ne leur coûte certainement pas grand-chose. L'innovation de la semaine, c'est une interface cerveau-ordinateur bidirectionnel, c'est-à-dire un système qui permet de commander les machines avec les ondes du cerveau, mais également de recevoir en retour des signaux émis par l'ordinateur et compréhensibles par le cerveau humain. Cela a été dévoilé en Chine par une équipe de chercheurs des universités de Tianjin et de Tsinghua qui estiment avoir franchi une étape majeure dans le domaine des interfaces cerveau-machine. Alors ce système repose sur une puce, une super puce dite neuromorphique, conçue pour imiter le fonctionnement du cerveau humain. Elle dispose de 128 000 cellules électroniques qui peuvent analyser les signaux neuronaux émis par le cerveau avec une très grande précision et en plus en consommant très peu d'énergie. Et la vraie nouveauté, c'est donc cette boucle de rétroaction, c'est comme ça que c'est présenté, c'est-à-dire que l'interface n'est pas seulement un outil de lecture, mais elle permet vraiment d'interagir. Le cerveau reçoit des informations en retour et il va s'adapter à la machine. Cette technologie a été testée pour piloter des objets en 4 dimensions, c'est-à-dire des bras robotiques, des drones, etc., avec, paraît-il, un niveau de précision jamais atteint à ce jour. Voilà qui pourrait donc révolutionner à terme certains secteurs comme la médecine, avec des prothèses intelligentes, la communication pour des personnes paralysées, ou encore la robotique et au passage aussi, pourquoi pas, les jeux vidéo. Avant de passer à la suite de Monde Numérique, un mot d'une technologie innovante qui permet de diffuser du contenu d'une manière complètement nouvelle sur Internet. Il s'agit de Frogance, partenaire de Monde Numérique, qui permet de créer des sites graphiques légers, fonctionnant sur tous les appareils, quel que soit le système d'exploitation, ordinateur, tablette, casque de réalité virtuelle, etc. Frogance est une technologie libre et ouverte qui repose sur un protocole technique entièrement nouveau, sécurisé et respectueux de la vie privée. Frogance fait actuellement l'objet d'une offre de titre qui vous permet d'acquérir, si vous le souhaitez, des parts de la société F2R2 à l'origine de cette innovation. Une opportunité unique d'investir dans une innovation française porteuse d'un vrai changement de paradigme. Pour mieux comprendre à quoi ressemble Frogance, retrouvez mon interview du cofondateur Alexis Tamas en audio sur le fil de ce podcast ou en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique.
Et pour tout savoir sur Frogans, rendez-vous sur le site f2r2.fr, f2r2.fr. Le débrief transatlantique. Et salut Bruno Guglielminetti à Montréal, comment vas-tu? Hey, salut Jérôme Colombin à Paris, ça va très bien toi? Bien rentré dans tes pénates canadiennes? Ouais, vous m'avez laissé sortir du pays, j'apprécie. Cette semaine, Bruno, tu m'as dit, il faut qu'on parle de Netflix. Alors moi, je te dis, comment ça, Netflix? C'est quoi le problème? Et c'est un truc que tu as remarqué. Apparemment, c'est ton écran qui a changé sur ta télé. Ça t'a énervé ou ça te fait plaisir? Écoute, Jérôme, c'était que mon écran, il n'y aurait pas de problème, parce que je n'y vois pas nécessairement de problème. Mais si je vous invite, si vous êtes client chez Netflix, mais que vous n'avez pas encore ouvert le téléviseur ou votre écran, ils ont changé l'interface sur les téléviseurs et la réaction n'est pas nécessairement des plus chaleureuses de bon nombre d'utilisateurs parce qu'ils ne s'y retrouvent plus. On s'entend. Bon, Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, mais c'est ça, mais l'interface n'a pas changé tant que ça dans la première étape, dans le premier niveau. Et c'est quand on clique sur des émissions, dans les deuxième, troisième niveaux, il y a de l'information, ça m'est encore arrivé hier soir, il y a de l'information qu'on ne trouve plus ou qui a changé de place. Alors, il faut réapprendre. C'est comme quand il y a la mise à jour d'un furteur ou d'un logiciel qu'on utilise beaucoup. Il faut réapprendre, il faut retrouver nos marques, mais il n'y a pas de quoi gueuler pendant des heures. Là. Sauf que ça a été une réaction un peu en tout cas malveillante quand évidemment, la plupart du temps, quand on lit des commentaires sur les réseaux sociaux face à un changement, c'est évidemment ceux qui aiment pas qui vont commenter. Il y a très peu de gens qui disent « Ah, félicitations, c'était génial ». Ça, ils se le gardent pour eux. Bon, puis tant mieux. Mais donc, c'est ça. Alors, c'est évidemment les gens qui détestent, qui en ont beaucoup parlé cette semaine sur les réseaux sociaux. Et je voulais absolument glisser un mot là-dessus. Mais de l'autre côté, Netflix se défend. Hein, c'est pour permettre d'avoir plus d'informations relativement aux productions. Et puis aussi, ils sont en train de préparer des nouveautés dont on ne peut pas parler, mais pour la rentrée. Et puis, ils avaient besoin de revoir un peu l'interface d'utilisation télé pour préparer la venue des nouveaux services. Mais alors, c'est vrai que Netflix, c'est plus de 300 millions d'abonnés dans le monde. Donc forcément, dès que tu changes un petit peu la couleur du papier peint, dans l'eau, tu vas avoir des mécontents. Ouais. Mais au-delà de ça, non, mais je trouve que c'est très intéressant parce que même si le sujet paraît anecdotique, en fait, il l'est pas tant que ça, dans la mesure où il montre à quel point l'interface d'un service, en plus, comme Netflix, que beaucoup de gens utilisent tous les jours, finalement. Presque devenu un service public. Presque. Et à quel point c'est important cette notion d'interface. Et alors, en plus, je trouve que ça a encore plus de relief en ce qui concerne Netflix parce qu'elle est super, leur interface. C'est ce qui a contribué à leur succès. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je le vois. Je consomme beaucoup de vidéos à la demande. Je suis abonné à plusieurs plateformes, etc. Et il y en a qui sont complètement en retard à ce niveau-là. Moi, quand je vais sur Arte, par exemple, qui a des très bons programmes, mais c'est une interface du XVIIe siècle, où tu commences un épisode de série, tu reviens le lendemain, tu sais plus où il est, tu sais plus où t'en es, tu veux mettre des sous-titres, enlever des sous-titres, t'es obligé de faire 17 clics, enfin bon. Alors que sur Netflix, tout est extrêmement fluide. Les réglages que tu fais sur ton écran de télé, sur ton profil, tu vas retrouver les mêmes sur ton smartphone, ta tablette ou ton ordinateur. Cette notion de continuité. Donc, et c'est ce qui a fait le succès de cette plateforme. Et c'est je trouve que Netflix et la VOD, c'est ce qui illustre le plus l'importance du design et de l'interface utilisateur en fait aujourd'hui dans tous les services high-tech qu'on utilise. Oui, puis mis à part, je pense, les ordinateurs et les téléphones intelligents, c'est encore le téléviseur et avec un service comme Netflix où le plus de gens sont touchés. Hey, mais parlant de Netflix, la France a eu une grosse nouvelle concernant Netflix cette semaine. Ouais, puisqu'ils ont passé un partenariat avec TF1. Et en fait, c'est le groupe TF1, là. Le groupe TF1, okay, donc pas seulement la chaîne TF1, mais pour les chaînes du groupe TF1, donc il y a TF1, M6, enfin il y en a, je sais plus lesquelles d'ailleurs, mais qui seront d'après ce que j'ai compris, dont les flux live vont être diffusés dans l'application Netflix. Alors c'est assez étonnant parce que c'est quand même
deux géants qui étaient en concurrence d'une certaine manière et qui ont trouvé un terrain d'entente, mais il paraît qu'ils s'entendent très bien, qu'ils ont de très bonnes relations depuis longtemps. Mais c'est très habile de la part de TF1 parce que, en bout de ligne, le temps que les gens passent dans l'interface, on revient à l'interface, dans l'environnement de Netflix, ils ne passent pas à regarder la télé traditionnelle. Et de permettre d'avoir un point d'entrée à TF1 ou l'une de ces chaînes dans l'interface de Netflix, je trouve ça très habile. Ah oui, Et non, parce c'est malin. que quelqu'un qui dit ce soir, on va se faire du Netflix, boum, il tombe sur TF1 Il qui tombe est sur disponible TF1. là, ben peut-être qu'il va cliquer, peut-être qu'il va aller voir une série ou qu'il va aller voir le feed en direct. Et ça, je trouve ça très habile. Et je pense que TF1 est en train de marquer des points et que ça va être répliqué, ça, ailleurs dans le monde. Mais ce qui me surprend, puis je veux t'entendre là-dessus, c'est que TF1, là, ils ont interdit à Molotov, ils ont interdit à d'autres initiatives le fait de distribuer leur chaîne. Et là, ils s'en vont avec le gros méchant américain. Ah non, mais c'est une claque pour les acteurs que tu évoques, pour Molotov. Et il y avait également Salto, l'initiative française. Voilà, qui avait été lancée principalement par France Télévisions, mais avec l'ambition, on se souvient des grandes déclarations de Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions, qui voulait faire le Netflix français, fédérer tous les contenus, etc. Et ça a été un bide, ils ont arrêté Salto. Ouais. Mais on le savait, je ne sais pas combien d'argent public a été englouti là-dedans, mais on savait que de toute façon, ils n'y arriveraient pas. C'était une tentative pour le principe. Et TF1 n'a pas joué le jeu. Il freinait des cas de fer, où ils y étaient, mais du bout des doigts, du bout des lèvres. Voilà. Bon, enfin là, on tombe dans toute la problématique de l'économie de l'audiovisuel. Et alors là, si on commence à partir là-dedans, on va plus s'arrêter, mon cher. Non, c'est ça. Mais quand même, alors on parle beaucoup de souveraineté numérique, j'avoue que je trouve ça intéressant que finalement TF1 prend la porte de l'américain. C'est habile au niveau de la stratégie, mais c'est un énorme pied de nez pour les joueurs français. Enfin. Tout à fait. Ouais. Bruno, cette semaine, l'un des sujets aussi, c'est cette nouvelle paire de lunettes, parce que nous, on fait dans les lunettes, hein, bien sûr, on fait dans les sujets d'optique. Hein. On est biaisé aussi. Dans les sujets d'opticiens. Oui, puisqu'on porte des lunettes tous les deux. Non, mais annonce de Meta en partenariat avec Oakley. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Donc, ça y est, Meta, qui a déjà une paire de lunettes connectées, enfonce le clou d'une certaine manière et va élargir sa gamme. Ouais, mais moi, je t'amène derrière le rideau pour mieux comprendre cette histoire-là, parce que Meta, c'est pas Meta qui fait des verres et c'est pas Meta qui fait la paire de lunettes, là. C'est EssilorLuxottica qui est derrière cette histoire-là, qui produit. Oui, qui est le groupe qui possède la marque Ray-Ban, etc. Oui, et qui possède aussi Oakley. C'est une de leurs marques. Et donc, c'est ça. Alors, ils sont en train de travailler là-dessus. L'idée là-dedans, c'est que ce serait une paire de lunettes qui serait beaucoup plus résistante aux intempéries que la fameuse version Ray-Ban. Ça, c'est, bon, ben, évidemment, c'est le public, hein, c'est des gens sportifs qui portent ça. Mais quand on va un petit peu plus loin et qu'on fait un petit peu plus de recherche, on se rend compte qu'il y a aussi une version de lunettes intelligentes qui est en préparation pour Prada. Ah ouais. Et encore là, pas de surprise, parce que EssilorLuxottica, ils ont comme marque pour lesquelles ils développent les montures, les verres, ils ont Costa, ils ont Ray-Ban qu'on connaît, il y a aussi Chanel, Prada, Giorgio Armani, Burberry, Versace et Dolce & Gabbana. Alors imagine toutes ces boîtes-là, là, d'ici un an ou deux. Ils vont tous sortir des lunettes connectées. Exactement. Bon, même si, rappelons que ces lunettes, ce qu'on appelle pompeusement des lunettes connectées, en fait, c'est des lunettes avec un appareil photo intégré et aussi avec un assistant IA quand même. Mais pour le moment, c'est que ça. Mais c'est que ça. Il n'y a pas d'affichage, c'est pas de la réalité augmentée, etc. Ce n'est et c'est intéressant parce que cette semaine, je parlais avec des gens de chez Qualcomm, dont je ne peux pas nommer les noms, parce qu'on m'a dit qu'on avait fait ça sur de l'anonymat, sauf que je vais quand même leur donner le mérite, là, c'est Qualcomm. Et ils me racontaient comment l'industrie de ces lunettes intelligentes-là a débouché tout d'un coup, et là, c'est vraiment les vannes sont ouvertes. Il faut savoir que Qualcomm est au cœur de cette révolution-là, là, et c'est eux qui sont à l'intérieur des Ray-Ban de Meta avec leur petit processeur. C'est intéressant. La lumière est arrivée aux ingénieurs qui travaillaient là-dessus quand ils se sont dit
mais arrêtons de chercher un système pour faire de la projection à l'intérieur des verres et essayons de bonifier l'expérience des gens qui vont porter la monture sur le nez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on ajoute des accessoires, donc un objectif pour prendre des vidéos, prendre de la photo, sur les petites languettes sur les côtés. Sur les branches? Merci, les branches. On rajoute des mini haut-parleurs pour avoir du son. On rajoute un micro pour être capable de prendre de l'audio, autant dans l'enregistrement que dans l'interface d'utilisation vocale. Et donc, ils sont en train vraiment de bonifier. C'est sûr qu'il y a tout un pan de la recherche qui est fait encore, comment arriver à projeter dans une partie de la lentille. Puis ça, quand on regarde TCL ou d'autres entreprises, on voit que même Google, on les voit qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Mais de l'autre côté, et ça a été le pari de Meta et c'est le pari de EssilorLuxottica, ils sont eux autres vraiment en train de voir comment on peut bonifier sans nécessairement passer pour le moment par la projection. Et c'est pour ça qu'on va voir dans les mois à venir une ribambelle de lunettes apparaître. On me présentait un document où il y avait des outils. Ils appellent ça la grande catégorie des lunettes XR. Là. XR, donc réalité augmentée mixte. Augmentée, oui. Et avec le son, avec les photos qu'on prend, on peut augmenter. Extended reality. Exactement. Et écoute, moi j'en ai vu, j'ai vite fait, là, j'en ai compté au moins une 80aine de lunettes. Ah oui? Qui sont en projet? Oui. Ah oui, d'accord. On n'est plus dans des trucs complètement. Non, il y en a plus, genre 4-5. Là. Oui. Ouais. Mais il y a différentes marques, différents joueurs. Et donc, ça va être vraiment intéressant. Bref, donc, peut-être que 2025, d'ici la fin de l'année, ça va avoir été l'année des lunettes intelligentes. Ouais. Tu imagines, tout le monde va tout filmer dans les rues, ça va être horrible. Ouais. Bonjour la vie privée, hein, c'est fini. Là déjà, on voyait que dès qu'il se passe quelque chose, les gens, tout le monde sort son portable, hein, avant même de demander, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un massage cardiaque. Mais là, tu n'as même plus besoin de sortir ton portable. Ouais. Et là, tu n'as même plus besoin de sortir ton portable. Mais on commence à voir arriver pas mal de vidéos tournées comme ça, en vidéo, en prise de vue subjective, en fait, comme dans les jeux vidéo, quoi. Du coup, on a l'impression vraiment que c'est la personne qui... On voit bien qu'elle a ses lunettes, la caméra sur elle. Eh bien, écoute, quelle époque. De quoi... À part ça, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet, Bruno? Écoute, je suis encore sous le choc de toutes ces révélations qu'on s'est fait. Sinon, écoute, moi, je peux te dire que je parle avec la présidente de l'Union des artistes, qui est le grand syndicat qui représente tout ce qui est acteur, comédien, artiste de la voix. Et avec elle, je parle du dossier de l'IA dans le monde du show business québécois. Il y a un grand manifeste qui a été publié. Ils invitent évidemment les citoyens à appuyer la démarche des artistes. Alors, on parle de cette question-là avec elle. C'est vraiment intéressant. On voit que ça fait longtemps qu'ils travaillent sur le sujet. Ils n'étaient pas vraiment public par rapport à leurs travaux, mais là, ça commence à sortir. Sinon, du côté de la formation, il y a 2 trucs intéressants. Il y en a un, imagine-toi que ça serait du côté professionnel, mais des corps de métier. Il y a ici un cégep qui va donner une formation pendant 1 an pour les gens qui veulent se lancer dans l'info nuagique. Et c'est une formation qui est gratuite. Le cloud. Exact, oui, comme vous dites en France, du cloud. Le cloud, comme on dit en français. Exactement, oui. Et donc, ça, je trouve ça intéressant. Puis de l'autre côté, il y a une boîte québécoise qui, à défaut d'avoir la formation officielle offerte par le ministère de l'Éducation aux jeunes, il y a une organisation qui vient de mettre en place une formation pour les enfants ou les jeunes étudiants. Ça s'appelle IA et toi. Et donc, c'est pour les aider à mieux comprendre l'intelligence artificielle, les possibilités, mais aussi les risques. Alors, à défaut que ce soit le gouvernement qui l'offre aux enfants, là, maintenant, les enseignants, s'ils le veulent, auront ces outils-là pour les proposer à leur classe. Super. Et je salue tes auditeurs et je te dis à la semaine prochaine. Salut. Bruno. Bye. Monde numérique, le meilleur de la tech.
Et place aux interviews de Monde Numérique. On va parler cybersécurité tout d'abord avec notre partenaire EZ. On va parler aussi souveraineté numérique des entreprises dans un instant. Enfin, on s'intéressera à une technologie que l'on utilise presque tous les jours sans le savoir. C'est le langage XML. J'ai rencontré son créateur. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast ou Spotify. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés long format la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Benoît Grunemwald. Bonjour Jérôme. Expert cybersécurité chez EZ. On se retrouve pour ce rendez-vous régulier en partenariat entre EZ et Monde Numérique avec une actu chargée ce mois-ci encore, Benoît, et notamment cette impressionnante fuite de données. 16 milliards de mots de passe dérobés, lâchés dans la nature. La presse spécialisée s'est un petit peu emballée en parlant de plus grande fuite de données de l'histoire, ou bien effectivement c'est quelque chose d'historique. Alors, ce qui est historique, c'est la compilation de toutes ces informations qui nous concernent, nos identifiants, c'est-à-dire login, mot de passe. Et c'est pas une fuite qui a été chercher toutes ces informations chez un prestataire. C'est une sorte de combo list. Ça veut dire que c'est une compilation de différentes fuites. Ce qui d'ailleurs a été dans l'actualité récemment, où des pirates ont dit on a récupéré des données sur l'éducation nationale et en fait c'était encore une fois des combo lists. Donc des compilations de différentes fuites de données. Mais c'est quand même dangereux parce que si ces fuites sont récentes, eh bien ça veut dire que nos logins et nos mots de passe, ceux que l'on utilise au quotidien, eh bien sont dans la nature. Et alors évidemment, on ne sait pas d'où ça vient, ni qui a fait le coup. On sait un petit peu qui serait concerné ? Alors, les Français sont concernés. Il y a une certaine régionalité dans les combo lists. Ça va dépendre des différentes fuites. On sait qu'en 2024, il y a eu quand même une très forte prévalence de fuites de données en France. La CNIL avait noté que c'était vraiment une année record, doublement du nombre de violations de données, c'est le terme technique, pour les fuites qui concernent plus d'1 million d'entrées. On était passé de 20 à 40. Donc, on imagine que ces données vont se retrouver au fur et à mesure, soit qu'elles sont vendues, soit qu'elles sont données, parce que les criminels n'arrivent pas à les vendre dans ces fameuses combo lists. Et ce qui veut dire qu'à la fois nos emails, nos mots de passe, s'ils sont fuités, mais aussi nos informations bancaires et pourquoi pas nos téléphones, peuvent se retrouver dans la nature. Donc, bien entendu, on est concerné. On dit que ce sont des données qui proviendraient de ce qu'on appelle des info-stealers. On peut rappeler ce que c'est ? Oui, ce sont des logiciels malveillants qui sont ce qu'on appelle as a service. As a service, ça veut dire en location. C'est-à-dire qu'il y a un éditeur de logiciels malveillants qui va mettre à disposition de ses affiliés des panneaux de contrôle à la location. Et donc, on va payer un certain montant pour avoir des versions toujours mises à jour qui vont donc tenter au maximum de passer les barrières de ce qu'on appelait avant les antivirus et qui vont sur nos ordinateurs aller voler les logins et les mots de passe, notamment ceux que l'on enregistre dans des navigateurs web qui sont assez facile à aller chercher, ou alors pire, si on utilise un fichier Word ou un fichier texte ou un fichier, un tableur pour mettre ses logins et ses mots de passe, eh bien ces logiciels vont les récupérer et ils sont tellement importants. Et d'ailleurs, la France, en ce qui concerne un en particulier, l'UMA Stealer, a été en 2e position des détections faites par Microsoft parce qu'il y a eu une opération de police-justice qui a été montée conjointement avec Europol, Eurojust, Microsoft. Nous aussi, on y a participé pour démanteler ce fameux réseau d'info-stealers. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement préjudiciable pour nous, utilisateurs. Merci Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. Et rendez-vous dans quelques jours, la semaine prochaine, pour la version intégrale de cette interview, avec notamment des tas de conseils cybersécurité pour l'été. Allez, on va s'intéresser un peu au monde de l'entreprise à présent. À l'occasion d'un événement qui avait lieu en mai dernier à Monaco, c'était Ready for It, un rendez-vous destiné aux ETI, les entreprises de taille intermédiaire, et en particulier à leurs responsables informatiques, DSI, RSSI. Il a beaucoup été question de souveraineté numérique à cette occasion. Un épisode spécial en partenariat avec Ready for It sera retrouvé prochainement sur Monde Numérique. Je vous propose tout de suite un extrait avec Maria Iacono, directrice de Ready for It, et Arnaud Philippe, directeur qualité et sécurité chez Médiamétrie et membre du comité éditorial de l'événement.
Alors, cette tarte à la crème, je dirais, de la souveraineté numérique. Qui était très, 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 très loin de nous. Oui, c'était loin. Qui était loin. Aujourd'hui, ça y est, les entreprises sont de plus en plus disent, OK, il y a un problème, il faut qu'on soit souverain, il faut qu'on veille sur nos données, etc. Maintenant, comment on fait quand les seules offres de cloud que j'ai face à moi, c'est Google, Amazon, Microsoft? J'ai vraiment observé, encore une fois, Arnaud, en tant qu'acteur clé, sera la meilleure proposition pour expliquer tout cela. Moi, encore une fois, j'observe, de par mon poste, on est passé, ne serait-ce que de la 5e édition à la 6e édition de Ready4It, un changement de posture sur ce sujet complètement différent. Jusqu'à l'année dernière, on commençait à s'étiller parce que, historiquement, de toute façon, l'Europe ne fait rien. L'Europe ne fait rien. On n'a rien à disposition. Négocier le contrat, on ne peut rien faire. Et tout s'arrêtait là. Et les mois sont passés. Et aujourd'hui, en fait, il y a vraiment, encore une fois, un changement de posture. Vous allez me dire que c'est non seulement une prise de conscience, c'est carrément un changement de posture de responsabilité. En fait, aujourd'hui, on est plutôt en mode, on se dit, en fait, peu importe si l'Europe ne bouge ou pas, nous sommes responsables d'où nous mettons les données. Nous avons à donner, à demander à nos prestataires où est-ce que cette data que je possède de mon entreprise et qui est vraiment mon propre patrimoine, où est-ce qu'il va? D'exiger, d'avoir cette responsabilité. En fait, c'est comme si tout d'un coup, il y a eu l'électrochoc en début d'année, vraiment suivi par les tensions géopolitiques, en disant, en fait, nous avons, une responsabilité, même dans les moindres structures, parce qu'on ne peut pas juste laisser faire. Donc ça, c'est vraiment un changement de posture que j'ai remarqué à l'espace de 12 mois. Oui, donc une entreprise... Arnaud, tu pourras, bien évidemment. Je crois que ce qui était tarte à la crème aujourd'hui est en train de devenir un vrai chemin de pensée dans la construction. Pardon. Une valeur d'entreprise, quasiment. Presque une valeur d'entreprise, absolument. Et un nouveau Graal, quelque part. Alors, comme tout Graal, on ne l'attrape jamais. Mais c'est bien ça, le sujet aujourd'hui. C'est de se dire quels sont les outils que j'ai à ma disposition pour maîtriser ma data, quels que soient les acteurs. Alors, est-ce qu'ils existent, ces outils, justement? Alors, il y a des acteurs nationaux qui émergent, qui commencent à là, c'est votre casquette médiamétrie pour le coup. C'est ma casquette de Ready4It qui a échangé avec différents partenaires et différents homologues. Oui, il y a des offres qui commencent à émerger. Oui, elles sont de plus en plus sérieuses, elles sont de plus en plus solides. Et il faut les soutenir. Et il faut les soutenir. Donc il faut les encourager. On parle de cloud, on parle d'applicatifs aussi, d'outils de communication interne, absolument. etc. Bien sûr. Après, je pense qu'il faut être réaliste. Si tous les acteurs économiques français décident demain de rapatrier toute leur data uniquement chez des acteurs français, ça ne tiendra pas. Ça tiendra pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas les ressources en quantité ou en qualité? Les deux. Ouais. Par contre, l'offre est de plus en plus importante, la possibilité de le faire est de plus en plus importante. Je pense qu'on a des acteurs qui sont de plus en plus solides sur le marché pour accueillir et rapatrier de l'information. Voilà. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. On a des acteurs essentiellement américains qui ont 3-4 longueurs d'avance quand même sur le sujet et à un moment donné, même si on veut pas qu'ils soient incontournables ou que l'on tourne la tête, ils sont là et l'offre est pas si inattractive que ça. Simplement aujourd'hui, ils sont estampillés américains et on sait toutes les tensions qu'il y a aujourd'hui autour de... Les espoirs dans tout ça, c'est aussi d'imaginer des négociations différentes aussi au niveau international avec ces acteurs, où il n'y aurait pas tout ce monde qui se braque, où il y aurait ceux qui comprennent la posture de nos organisations européennes, et du coup de travailler avec. Ouais. Et donc, d'arrêter, du côté vraiment des GAFAM et tout ça, arrêter cette structure de dire, nous sommes le roi du pétrole et c'est comme ça. Il va y avoir une... Ils sont en train de réagir, hein. Ils sont en train de passer à la contre-attaque, et d'ailleurs avec un petit peu de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de souveraineté washing, non? Oui, bien sûr. Bien de sûr. s'associer avec
des ça acteurs bouge. locaux. C'est une manière de bouger. Oui, mais est-ce qu'un cloud Amazon ou Google, sous prétexte qu'il est associé à un acteur européen, devient un cloud souverain? Je pense que des progrès sont en cours et seront de plus en plus seront faits pour avoir un partage du monde plus équitable, parce qu'on arrive à un point de non-retour, parce que sinon c'est chacun reste chez soi et on va dans la caverne. Donc il y a vraiment certes il y a les rois du pétrole comme je disais, mais le monde économique est complexe et varié, et je pense que se couper de l'Europe ne convient à personne. Merci Maria Iacono, Jérôme. directrice de l'événement Ready for It, et Arnaud Philippe, directeur qualité et sécurité chez Médiamétrie, et puis membre du comité éditorial de l'événement Ready for It. Important. Merci beaucoup. Et si ce sujet vous intéresse, retrouvez l'épisode spécial complet de Monde Numérique consacré à Ready for It, épisode du 24 juin 2025. C'est un peu une figure de l'histoire de l'informatique que je reçois aujourd'hui dans Monde Numérique. Bonjour Jean Paoli. Bonjour. Vous êtes informaticien, vous avez travaillé à l'INRIA, le Centre français de la recherche en informatique. Vous avez travaillé 10 ans chez Microsoft. Oui, je dis que vous faites un peu partie de l'histoire parce que sur des sujets qui ont marqué l'histoire des technologies, Internet Explorer, Infopath, qui est un logiciel de Microsoft très connu dans les entreprises, HTML5 et surtout le langage XML dont vous êtes l'un des co-inventeurs, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Oui, donc moi déjà, j'ai travaillé dans des startups de l'INRIA pendant 10 ans, donc avec des chercheurs extraordinaires comme Gilles Kahn et bien d'autres. Et ces chercheurs, en France, m'ont inspiré à penser le document de façon un peu différente, comme étant une source de données. Et donc, moi, je vois les documents, donc les documents longs, comme un centre de données, et puis surtout quand vous avez 10 pages, 20 pages, 200 pages, comment vous allez organiser ces données à l'intérieur de ces documents. Et toute l'idée de XML vient de là. D'accord. Toute l'idée, oui, parce que... Organiser les données à l'intérieur d'un document. Imaginez des documents d'assurance ou bien un document qui est pour développer des médicaments, enfin, des documents extrêmement compliqués. Comment est-ce que vous prenez 100 pages, 200 pages, et puis vous représentez absolument toute l'information qui est à l'intérieur, non pas en termes de caractères, de mots, de sections, de choses en gras, en italique, mais en termes littéralement de concepts. Et ces concepts, ça peut être répété, quels sont les mots sémantiques, et le modèle classique des bases de données que tout le monde connaît, qui est le modèle relationnel, ne marche pas. Donc il fallait inventer un autre modèle. D'accord. Ce modèle, c'est le modèle semi-structuré, sémantique, que XML implémente. Ça veut dire quoi XML, rappelez-nous? Extensible Markup Language. Donc, le mot vient du fait qu'à certains moments, les gens commençaient à connaître HTML. Ouais. Et donc aussi de façon marketing, il y a James Clark. Il fallait mettre X devant pour expliquer que c'était extensible. Voilà. D'accord. Alors XML, c'est utilisé dans quoi? Dans les applications mobiles Par exemple, moi, je suis très fier que j'ai réussi à ce que, influent que Microsoft bâtisse tous les formats du monde aujourd'hui, donc qui sont utilisés dans le monde, sauf PDF, donc DocX, SLSX, PPTX, donc tout le monde. Donc c'est du XML, c'est l'extension, c'est DocX, le X c'est pour XML. Ouais. Vous pouvez le unzipper, donc vous pouvez utiliser à l'intérieur du XML. Donc en gros, tous les documents du monde, sauf PDF, c'est du XML. D'accord, ok. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a le texte et puis il y a quoi? Il y a des marqueurs, des éléments de mise en forme. Mais quelle différence avec le HTML? Eh bien, en général, ce que vous essayez de mettre dans ces marqueurs, c'est le signifiant. Donc au lieu de mettre que c'est un titre, vous dites que c'est un nom de médicament, ou alors que c'est un médicament. Et à l'intérieur, au lieu de dire que c'est du grade litalique, vous dites que le médicament, c'est fait pour qui, pour quels âges, etc., etc. Donc vous marquez, au niveau sémantique, vous utilisez des tags sémantiques au lieu des tags HTML. D'accord. Parce que moi, j'avais un peu l'image du XML comme une version plus légère et en même temps plus passe-partout du HTML. C'est ça ou... En fait, ce qui s'est passé, c'est normal. En fait, XML a été utilisé pour tout et n'importe quoi. Mais vraiment parce que c'est un outil très puissant pour pouvoir envoyer de l'information d'une machine A à une machine B.
Et en général, avant XML, les gens utilisaient du binaire qui était impossible à utiliser. Et donc, quand on a fait XML, les gens commencent à l'utiliser pour tout. Mais vraiment n'importe quoi. D'accord. D'ailleurs, maintenant, depuis, il y a d'autres formats qui ont repris aussi les mêmes idées, donc comme JSON et autres, mais les mêmes structures, les mêmes idées, c'est de structurer, ça vient des fondamentaux d'XML. Et alors, ça fait partie des choses qu'on utilise tous les jours, sans le savoir, bien souvent. Hein, sauf évidemment les professionnels, les informaticiens qui travaillent dessus. Dans quel contexte vous avez développé ça? Donc vous étiez au sein de Microsoft à ce moment-là? Alors moi, j'ai passé encore une fois 10 ans dans les startups de l'INRIA. Au début, on était à Rocancourt, puis après à Saint-Quentin en Yvelines. Donc pour vous dire, c'était ici en France. Ouais. Mais je faisais partie. Je travaillais avec, à l'époque, des chercheurs de l'INRIA à l'IMAG, donc Vincent Quint, etc. Et on avait développé des logiciels qui faisaient du HGML, à l'époque l'ancêtre, celui qui venait avant XML. Et je faisais partie d'une communauté de, on va dire, 50-80 personnes dans le monde. On se réunissait tous les années à Boston, en plein milieu du froid de décembre, pour discuter comment on allait changer le monde, pour vous dire. Hein. Je veux dire, mais littéralement. Hein. Puis à certains moments, on s'est dit que, avec l'avènement d'HTML, que c'était le moment. Donc on s'est réunis, indépendamment de quelle société. Moi, à l'époque, Microsoft m'avait trouvé, et donc j'ai quitté, donc Microsoft m'a demandé de quitter mon poste de directeur technique de la start-up ici à Paris. Voilà. Et hop, encore un cerveau français qui s'en va. Pour aller à Redmond pour les aider à développer l'Internet Explorer. Et donc j'ai été là-bas et quelques mois plus tard, je me suis connecté avec ma communauté d'origine, donc la communauté HGML, et on a simplifié ce qu'on faisait depuis 10 ans. Et on l'a fait très très vite parce qu'on savait ce qu'on allait faire et on a créé vraiment très rapidement. C'est devenu XML. Donc c'était de la collaboration avec quelques collègues. D'accord. Et là, donc c'était pour votre usage personnel au départ, enfin pour votre usage personnel, je veux dire de travail, mais interne, ou vous destiniez déjà à l'extérieur? Non, c'était fait pour l'extérieur. D'accord, depuis le début, on voulait changer le monde. Vous savez, moi, oui, comme tous les gens comme vous là, tous les informaticiens. Mais donc l'idée, c'est précisément. Vous l'avez changé, faire quelque chose. Dit, merci. Je vous rassure. Merci. Non, mais c'est pour le bon. Hein. Je veux dire, l'idée, c'était que précisément les données qui sont dans les documents puissent être libérées et que ça peut être partagé entre des centaines de milliers d'ordinateurs. C'était l'idée, parce qu'on pensait que quelque chose de bien allait venir. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, XML appartient à qui? Personne. C'est un standard du W3C et c'est utilisé. Vous savez, ça fait partie des couches de toutes les machines informatiques que vous utilisez aujourd'hui. Je pense qu'il y en a dans votre frigo. Du XML dans mon frigo, vous voyez? Oui, à un certain moment, il y avait entre le beurre et le fromage. Alors, mais je ne rigole pas. C'était dans les devices, dans les. C'est des couches très basses. Voilà, le gouvernement fédéral américain, la plupart des lois sont exportées en XML. On a travaillé, Bruxelles, vous les trouvez dans les lois, dans les documents de base, c'est étonnant. Merci beaucoup, Jean Paoli, donc de la société Dokugami. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Monde Numérique l'Hebdo du 21 juin 2025, un épisode chargé. De plus en plus d'interviews en ce moment sur Monde Numérique. Écoutez, ça se bouscule au portillon. On va pas se plaindre, tant mieux. On essaye de vous présenter le meilleur en version longue, en version courte. Et donc, ne ratez pas, si vous ne les avez pas entendus dans cet épisode, les interviews en version intégrale, surtout la semaine prochaine, en épisode séparé. Et notamment pour en savoir plus sur la société Dokugami de Jean Paoli. Ne ratez pas la semaine prochaine son interview intégrale en compagnie de son cofondateur. N'oubliez pas de noter ce podcast, 5 petites étoiles sur Apple Podcast et puis des commentaires si vous le souhaitez sur Spotify et sur les autres plateformes d'écoute. Faites connaître Monde Numérique à vos amis et incitez-les à s'abonner également. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode de l'Hebdo avec des news, du débrief, des invités. D'ici là, passez une très bonne semaine pleine de tech. Salut!